Bonjour, bienvenue à tous. Je vais parler un peu de choses un peu mystiques aujourd'hui. Je vais parler de génération de bytecode et de génération de bytecode à l'exécution en Java. Je me présente, je m'appelle Nicolas Comé. Je suis développeur back-end essentiellement depuis 7 ans maintenant. Je suis ingénieur d'études R&D chez Lectra. Pour ceux qui ne connaissent pas, Lectra, c'est le leader mondial des solutions dédiées à l'industrie textile. Donc on fabrique des machines et des logiciels qui permettent de procéder à la découpe de textiles, tout ce qui est matériaux souples. Ça peut aller du cuir, ça peut être... Et voilà, donc c'est notre cœur de métier. Et je suis également speaker et membre du Bordeaux Jug. Donc un petit peu de pub. Lectra est assez présente sur cette conférence. On est 5 speakers en tout et je pense qu'ils vont vous dire la même chose. Si vous êtes intéressés, sachez qu'on recrute. On recrute des postes pour des postes qui gravitent autour du cloud. On fait beaucoup de services cloud en ce moment. On se lance là-dedans et donc si vous voulez venir m'en parler après, je serai ravi de répondre à vos questions. Voilà. Donc pour la petite histoire, comment j'ai connu ByteBuddy, c'était à Devoxx France en 2015. Raphaël Winterhalter a présenté cette conférence. C'est l'auteur de la librairie ByteBuddy. Il est également Java champion maintenant. Et j'ai eu pas mal de conversations avec lui. Il se trouve qu'il a écrit cette librairie dont je vais vous parler aujourd'hui. À vous de voir si ça vous va ou pas. Donc, qu'est-ce que le bytecode ? Le bytecode, c'est ni plus ni moins que votre langage favori qui est compilé donc, dans un langage qui est interprétable par une JVM avec tous les langages s'y prêtent ici. Ça génère des instructions qui sont ni plus ni moins compréhensibles par une machine à pile qui est la JVM et le Just-in-Time Compiler, enfin l'interpréteur plutôt. Et la génération de bytecode, ça vient rajouter des instructions dans ce bytecode à l'exécution qui sont optimisés par le Just-in-Time Compiler, JIT, et réinterprétés à la volée pour être exécutés. Donc, c'est pas très facile de prime abord à comprendre, mais on essaiera de montrer des petits exemples comment ça marche. Vous utilisez très certainement de la génération de bytecode sans le savoir, puisque tous ces frameworks-là ou librairies utilisent de la génération de bytecode. Et bien d'autres encore. Alors, je vais parler de ByteBuddy maintenant. C'est une librairie sous licence Apache qui est dans cette adresse sur le repository GitHub. Elle est utilisée par Mockito, Hibernate, Google Bazel et bien d'autres. Dans la liste est exhaustive à ce lien-là. Et il y a une documentation avec ce site web, si ça vous intéresse. Vous avez du coup tout ce qui concerne la documentation de cette librairie. Donc pourquoi ByteBuddy ? Parce que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Pour ceux d'entre vous qui ont fait de l'ASM ou du Bicel ou je ne sais quelle autre librairie de génération de bytecode, c'est beaucoup plus facile à utiliser que ces librairies-là. Ça permet de lire et d'écrire du bytecode de manière instrumentée grâce à un pattern builder en Java. Donc ça s'apparente à un DSL. Et ça vous permet de concevoir des petites frameworks ou librairies ou de participer dans l'open source à des frameworks ou librairies. Ce qu'il faut savoir, c'est que corps du framework, tout reste type safe. Donc pour vos utilisateurs, il n'y aura aucune incidence. Par contre, vous avez la main sur les types et les classes à exécution, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Et ça vous permet parfois aussi d'implémenter la séparation des préoccupations, cross-cutting concerns, donc avec le logging, caching, sécurité, etc. Donc je vais procéder à une démo. Alors si vous avez scanné le QR code, vous avez accès à ces liens-là. Mais vous avez tout le code et tous les slides à ces adresses. Donc, on va commencer avec un Pojo classique. Quoi de plus normal que prendre un chat ? Donc c'est un chat. Et un chat, ça se réduit simplement à un nom et un estomac, comme on le sait tous. Il n'y a rien d'autre derrière. Quand on fait de domain-driven design, alors c'en est pas, hein, mais quand on fait du DDD, un chat c'est un nom et un estomac. Et donc voilà. Ça, c'est le Pojo que je vais utiliser pour mes exemples. Donc, si je vous montre plusieurs cas d'utilisation. Alors, voilà, le premier, c'est des tests que je vais jouer. J'instancie un chat, je lui donne un nom, je le nourris avec des croquettes et de la pâtée. Et ensuite, j'asserte que son estomac contient bien croquettes et pâtée. Donc, rien d'extraordinaire. Si je lance ce test, ça passe. Voilà. Vous faites tous du TDD d'ailleurs, j'espère.
Ouais, j'ai entendu non, mais c'est pas bien. Je plaisante. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors ByteBuddy, là, on voit que j'utilise déjà une classe qui fait partie de ByteBuddy, qui s'appelle ByteBuddy, et qui original, et qui permet du coup de venir avoir ce DSL qui permet d'instrumenter votre code à l'exécution. Donc on voit qu'à l'exécution, je viens faire un héritage de mon chat. Donc on ne le voit pas, et l'utilisateur ne le verra pas, mais moi dans le bytecode, je fais un héritage du chat. J'en crée une instance, oubliez les méthodes ici. Je fais une instance, je la charge dans le class loader actuel. Je prends l'instance et je l'instancie avec la même méthode qui fait partie de Java Lang Reflect. Donc ça, c'est la méthode de Java Lang Reflect New Instance. J'appelle, moi, en tant qu'utilisateur, les mêmes méthodes et à la fin, j'obtiens exactement la même chose, c'est-à-dire que je lui donne un nom, je les nourris. Par contre, si je m'amuse à décommenter ces deux petites méthodes ici et que je rejoue le test, alors oui, bien sûr, il faut que je fasse... oui, non pas ça, mais que je fasse l'import. Donc si je lance le test, on voit que ça ne marche plus. Et qu'est-ce qui ne marche plus? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, je n'ai pas que des croquettes et de la pâtée, j'ai un bébé alien à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé si vous êtes fan d'Alien, le film, justement, c'était dans ce vaisseau que tout s'est produit, là, dans Strange Feeling Interceptor. Donc si je vais voir cette classe, on voit que j'ai dit, pour toutes les méthodes, pour toutes les méthodes qui s'appellent getStomach, je redirige vers cet intercepteur. C'est ni plus ni moins qu'un POJO. Et là, avec ByteBuddy, il y a une syntaxe à respecter, mais peu importe le nom de cette méthode, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les méthodes qui vont retourner un set de strings, qui vont être catchées par mon matcher, qui ont un callable, donc ça c'est la méthode originellement appelée, je l'appelle, je rajoute quelque chose, et je retourne ce que faisait ma méthode, enfin le résultat de ma méthode à l'origine. Donc c'est comme ça que j'ai intercepté. Voilà. Bon, bien sûr, c'est pas très utile, mais il y a plein d'autres applications. Donc là, j'ai juste intercepté à l'exécution l'appel d'une méthode, et dans une classe qui a été overridée à l'exécution, je viens augmenter le comportement de mon objet. Voilà, j'ai parlé des intercepteurs, mais ByteBuddy nous en fournit dans le DSL d'office. Vous avez isGetter, isSetter, donc j'intercepte tous les getters ou setters, je les redirige vers cet intercepteur et je fais des choses. Et quelles choses? Voilà, si je regarde mon test, je vois que j'ai eu call to cette méthode, call to get méthode. Donc ça c'est call to cette méthode, et voilà le call to get méthode. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce getter, setter, interceptor? Alors c'est là que ByteBuddy est intéressant, c'est que vous ne connaissez pas les types qui vont être utilisés par la personne qui utilise votre librairie ou n'importe quoi à l'exécution. Donc vous pouvez, à l'aide de la notation runtime type, vous pouvez dire je ne connais pas le type qui sera retourné par mon getter, donc c'est un object runtime, mais par contre je sais que voilà, moi je veux rajouter cette problématique non fonctionnelle, je ne sais quoi, et là j'ai fait du logging en faisant des prints dans la console. Voilà. J'ai rien fait dans le catch parce qu'en Java on ne fait jamais rien dans les catchs, c'est connu. Voilà, il y en a qui suivent. Non, je plaisante. Et du coup, je reviens à mon test, et donc là j'ai fait de l'interception à l'exécution en faisant de la génération bytecode grâce à ByteBuddy. Donc vous connaissez tous Mockito, mais est-ce que vous connaissez Cosmopolitan? Vous ne connaissez pas? Ouais, parce que ça n'existe pas. J'ai écrit un petit exemple pour montrer comment parce que ByteBuddy est utilisé par Mockito pour faire de l'instrumentation de code. Et là, j'ai voulu voir comment ça. C'est un simili qui fait rien du tout de Mockito, mais qui fait juste que si vous setez quelque chose dans votre objet, le get va vous dire j'ai rien dedans. Un peu comme quand vous le faites avec Mockito. Hein. Si vous donnez cet objet, vous faites ça, c'est exactement ce qui se produit. Votre nom sera nul. Et donc, comment j'ai implémenté ça? J'ai une instance statique qui est ici, plutôt ici. Et voilà, alors en une seule méthode avec ByteBuddy, j'ai fait un semblant de Mockito bidon, qui ne fait pas grand chose. Du coup, j'ai dit, prends le type, donc ça c'est le type en entrée, tu m'en fais une sous-classe. Pour toutes les méthodes, alors là il faut s'accrocher un peu, qui ne sont pas natives, qui ne sont pas la méthode equals, ou qui ne retournent pas void, tu l'interceptes et tu retournes tout le temps nul. Voilà, donc c'est vraiment débile. Et tu fais l'objet, tu me mets dans le class loader, tu m'en fais une nouvelle instance. Donc voilà, il faut imaginer qu'on peut écrire ce qu'on veut, hein. Donc ça veut dire que là, j'ai fait quelque chose qui ne fait pas grand chose, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et donc pour notre utilisateur, cet objet, c'est effectivement un chat, mais il ne fait pas
pas ce que l'instance, enfin vous faites l'instance que vous voulez à l'exécution. Alors là, pour les fans de Games of Thrones, j'ai fait une interface Actor qui dit, qui est une méthode default en Java 8 qui dit bonjour, je suis nom, prénom et je jouerai tel rôle. Avec des méthodes donc à implémenter, c'est le contrat de l'interface, et une méthode par défaut qui est capable de faire ce out dans la console. Enfin, qui formate de manière jolie. Donc du coup, si je reviens à ça, ce qu'on peut faire avec ByteBuddy, et ce que font pas mal de frameworks, c'est qu'ils vous donnent une interface, et puis ils vous l'implémentent pour vous. Et là, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai dit, fais-moi une sous-classe. Alors là, pour le coup, c'est pas une sous-classe, c'est une implémentation de l'interface. Tu lui donnes. Alors là, on est obligé, puisque il faut un FQN dans le class loader, il faudra un FQN pour cette classe. Donc je dis, tu l'appelles domain female actress. J'implémente la méthode de l'interface character name, et je dis, tu me retourneras Daenerys Targaryen. Tu me mets en premier nom Emilia Clarke, enfin son prénom. Et ensuite, pour le fun, je rajoute un champ qui ne sera pas visible de l'extérieur, puisque mon interface ne disait rien de tout ça. Ça clignote. Et du coup, ça dit, tu as un attribut dans cette instance qui est un acteur et qui est public, et qui dit, voilà mon acteur favori. Donc Emilia Clarke est un acteur favori, super. Donc je charge en class loader, je prends l'instance, et ensuite j'appelle grit dessus. Et là, ByteBuddy m'a implémenté mon contrat. Voilà, j'ai I'm Emilia Clarke and I play Daenerys Targaryen. Donc voilà. Donc j'ai fait une instance par ByteBuddy de mon interface. Voilà. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps encore. Ok. Donc on va faire le prochain exemple. Je vous ai dit, ByteBuddy peut être utilisé par des librairies ou par des frameworks. Donc j'ai une classe sécurité. Bon, je vais plutôt aller au test suivant, safe test. J'ai un coffre-fort, donc c'est l'interface safe. Et mon contrat, c'est je veux une instance sécurisée de cet objet-là. Bon, c'est très grossièrement ce que va vous faire Spring Security, etc. Mais c'est très très grossier, hein. C'est pas du tout implémenté comme ça. Donc j'ai mon instance qui est un type. Et mon contrat, c'est mon interface, c'est je te retourne une instance sécurisée de ce type. Donc si je vais voir en fait l'implémentation de ce contrat, du coup, je vois que j'ai une tentative d'ouverture de mon coffre. Ah oui, j'ai pas montré, pardon, j'ai la notation aussi lock qui dit je verrouille cet objet avec telle clé. Et ça, c'est la clé en paramètre de mon framework, entre guillemets. Du coup, mon utilisation, c'est que j'ai un buddy safe. J'en fais une instance sécurisée de cette banque et j'appelle donne-moi le total. Donc là, si je joue ça me donne, voilà, non pas Emilia Clarke, c'est complètement bizarre. Voilà, il a dit, voilà, tu as 9215, parce que si je vais voir en fait l'objet banque, hop, il y a le montant total dans une variable statique. Et je dis pour accéder au compte en banque total, tu dois avoir cette clé. Si tu l'as pas, tu peux pas regarder ce qu'il y a dans la banque. Donc ça c'est c'est la sécurité vraiment pour les nuls. Hein. Faut pas faire ça en prod. Hein. Et du coup, si je regarde mon code, enfin plutôt comment j'ai réussi à faire cette instance sécurisée. Donc je vais dans Safe Instance. Donc ça c'est mon contrat et je l'ai implémenté avec ByteBuddy. Non, c'est pas là. C'est Buddy Safe. Donc voilà, c'était là où j'étais tout à l'heure. Donc ma safe instance, je dis tu prends mon type, tu en fais une sous-classe. Pour chaque méthode qui est annotée par la notation lock, tu l'interceptes. Alors là, je peux faire par flemmardise, je l'intercepte dans la même classe. Donc en fait, c'est cette méthode qui va intercepter, qui est en dessous. Et vous connaissez, je la mets dans le class ladder, je fais une instance. Et ici, l'interception, elle se passe au même endroit. Donc là, je ne connais pas le type. Et j'ai une méthode d'origine qui était à appeler. Donc j'ai la méthode aussi de la classe au-dessus dans la hiérarchie, puisque vous vous rappelez, j'ai fait un héritage à l'exécution. Et je dis pour toutes les méthodes qui sont annotées par la méthode lock, si ma clé n'est pas égale à ma tentative d'ouverture du coffre, je dis illegal state, t'as pas le droit d'ouvrir le coffre. Et donc pour finir, et sinon bien sûr tu appelles la méthode d'origine, et pour finir, si je vais dans mon safe test et que je change la clé parce que j'ai une tentative frauduleuse, et bien voilà ce qui se passe. J'ai un illegal state.
j'ai pas le droit d'appeler le contenu, de savoir combien il y a dans ma banque. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez utiliser ByteBuddy pour faire vraiment pour implémenter des frameworks, des librairies. Si vous n'avez pas envie de dépendre d'une librairie ultra complexe parce que vous n'avez besoin qu'une petite partie, ou alors vous voulez contribuer à l'open source en faisant de la génération de bytecode, c'est extrêmement intéressant. Et pour conclure, je dirais que la génération de bytecode, ça a été prouvé par rapport à d'autres solutions comme, on va dire, la réflexion ou la programmation par aspect, AOP. C'est ce qu'il y a de plus efficace puisque vous bénéficiez du Just-in-Time Compiler et donc c'est ce qui est le plus rapide. C'est ce que font beaucoup de frameworks pour éviter les problèmes de perf, pour on va dire enrichir le code utilisateur. Voilà, merci. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je les prendrai après du coup. Merci beaucoup.